Ça brûle toujours. Là, il n'y a plus rien. C'est cramé. C'est horrible. Cela fait 2 semaines que Patrick voit le feu grignoter la forêt autour de chez lui. Ça brûle partout, vraiment partout. Il y a un feu là-bas. Mon ami, il y a une maison et on va essayer de la sauver. Ici, toutes les routes sont coupées. Les pompiers ne se déplacent plus. Les habitants sont seuls, en première ligne, réduits à utiliser des moyens de fortune comme cette pompe à eau. Dale est le propriétaire de la petite maison en bois menacée par les flammes. Le feu n'est plus qu'à 600 mètres. Il progresse vite, attisé par un vent fort. Il est déjà arrivé chez le voisin. En moins de 5 minutes, les flammes ont consumé cette grange. C'est trop tard maintenant. Si on avait apporté de l'eau, on aurait pu éteindre. Tant qu'il y aura de la broussaille, ça brûlera. Quel que soit le sens du vent, ce feu ne s'arrêtera pas. Tant qu'il y a de la brousse. C'est impossible de l'arrêter? Espérons que ça ne brûle pas trop. On a besoin de 50 mm de pluie. Mais ce n'est pas prévu avant la fin février, dans 1 mois et demi. Des températures supérieures à 40 degrés, quasiment pas une goutte de pluie depuis septembre. La sécheresse est historique. La végétation s'embrase en un rien de temps, ravageant des forêts entières d'eucalyptus. C'est quoi ce bruit? Les arbres. Attention, ça casse. Là, il y en a un autre. Il est en train de s'enflammer par le sommet. Celui-là aussi, il va tomber. Faut qu'on surveille. Faut pas qu'il nous tombe dessus. Les arbres brûlent de l'intérieur. Ils peuvent brûler comme ça pendant des mois. Ces troncs bloquent la route. Il faut faire attention. Imagine que t'es en voiture, t'essayes d'échapper au feu, et il y a ça qui tombe en face de toi. Ou sur toi. Et donc t'es coincé. Et t'es dans la merde, surtout s'il y en a un qui tombe derrière toi. En début de soirée, le vent tombe. L'incendie fait une pause. La cabane de Dale sera épargnée jusqu'à la prochaine alerte. Pendant plusieurs semaines, nous sommes partis sur les routes de cet apocalypse pour mesurer l'ampleur de la catastrophe écologique et prendre le pouls d'une population traumatisée. Notre voyage commence en bateau, le long d'une côte carbonisée. La mer est le seul moyen pour rejoindre Malakuta, une cité balnéaire de la côte Est. Depuis plus d'1 mois, le village est cerné par les incendies, enveloppé dans un épais brouillard. Comme toutes les routes sont coupées, certains produits sont rationnés. Je peux vous en donner pour seulement 12 €. C'est l'armée qui apporte l'essence par convoi spécial, tous les 3 jours environ. C'est comme ça tant que le camion-citerne n'est pas arrivé. Je comprends très bien. Comme ça, chacun peut en avoir un peu. Une voiture, c'est tout ce qu'il reste à Justin. À Malakuta, 1000 habitants, 185 maisons sont parties en fumée. Celle de ce musicien folk célèbre en Australie, installé ici depuis 25 ans, n'a pas été épargnée. C'était mon chalet et c'est là que je mettais mes planches de surf. J'avais un loft et donc je pouvais voir le sommet des arbres, les koalas, les oiseaux. Et maintenant, il n'y a plus de chant d'oiseaux. Justin n'avait pas pris d'assurance. Il est aujourd'hui hébergé par des amis, sans domicile fixe et sans papier. Mon armoire à documents.
avec mon certificat de naissance, tous mes biens, toute ma vie. Le 31 décembre dernier, Justin a dû fuir vers la mer pour échapper aux flammes. Ça, c'est de la cendre. Quand le feu atteint le rivage, il embarque sur son canoë. Comme lui, des centaines de personnes trouvent refuge sur la mer. On est coincé dans cet enfer de Malakuta. C'est le chaos. D'autres restent coincés sur la plage. Oh mon Dieu! Par miracle, il n'y aura aucune victime. Ceux qui sont restés pour ne pas abandonner leur voiture et leur caravane sur place se sont retrouvés bloqués pendant 2 semaines. Les routes étaient coupées. Lisa, bibliothécaire, Chris, son mari, maître nageur à Melbourne, font contre mauvaise fortune bon cœur. C'était des vacances très intéressantes. Ça n'arrive pas tous les jours. On a eu le temps de pêcher. Faut voir les choses positivement. C'est le nouvel an qui était le plus dur. On a survécu. C'est le principal. Il y a encore quelques feux sur la route. Ça va aller. Il faut juste prendre la bonne route pour sortir, car il y a beaucoup de routes avec des feux autour. Celle que vous allez prendre, c'est la plus sécurisée. Chris et Lisa ne sont pas les seuls à partir ce matin. Plus de 60 voitures quittent Malakuta en convoi, le premier par voie terrestre depuis les incendies. Pour les accompagner, 12 camions de pompiers, des véhicules de la police, 2 ambulances et de nombreux militaires. L'armée australienne a mobilisé des camions, des blindés et 3000 soldats réservistes dans tout le pays. Le plus gros déploiement depuis la Seconde Guerre mondiale. La route n'a pas été dégagée, donc le risque, ce sont les arbres qui peuvent tomber sur les voitures. C'est le plus gros risque. On reviendra l'année prochaine. Pas de doute là-dessus. À l'année prochaine! Les touristes font vivre notre ville. On a vraiment besoin d'eux. Sans eux, les commerces ne gagnent pas d'argent. C'est triste. Chaque été, plus de 8000 personnes venaient passer leurs vacances à Malakuta, attirées par sa côte bordée de forêts majestueuses peuplées de koalas, de kangourous, de daims. Elles sont aujourd'hui ravagées et désertées. Sauf par un homme, Patrick, 22 ans, né à Malakuta. Cet ouvrier dans un chantier naval se sent chez lui dans le bush, qu'il parcourt toujours pieds nus, avec son chien Spock. Quand il n'aide pas ses amis à lutter contre les flammes, il part à la recherche des bêtes blessées ou malades. Des milliers de kangourous et de koalas ont péri dans les flammes. Certains chercheurs avancent même un chiffre astronomique, 1 milliard d'animaux morts. Un bilan qui met en danger certaines espèces et il pourrait encore s'alourdir. C'est un eucalyptus. Il reste des feuilles, mais elles sont sèches, comme vous voyez. Les koalas ne les mangeront pas. Ceux qui ont survécu au feu, ils ne trouveront rien à manger. Il faut les récupérer, même s'ils sont en bonne santé, pour les amener à un endroit où il y a plein de nourriture. Ça, c'est une crotte de koala. Il y a un koala quelque part. Je vais le trouver. Cherche, cherche. Plus loin, au pied d'un arbre, un koala prostré. Patrick s'approche doucement. L'animal réagit à peine. Vous pouvez prendre le chien? Il est très faible. Il a des brûlures.
Il est déshydraté, il va pas bien. On va le ramener le plus vite possible à la clinique. On le ramène. Des vétérinaires, arrivés de Melbourne par les airs, ont installé un hôpital de campagne pour les animaux. Une cinquantaine de koalas sont passés entre leurs mains. Et ici, les patients ne sont pas des numéros, on leur donne un nom. C'est un mâle. On va l'appeler Oli. Oli, très bien. Oli est le 13e koala que Patrick ramène ici. La clinique accueille aussi des kangourous ou encore des opossums. Ceux qui présentent des blessures trop graves sont euthanasiés. Les autres, après avoir été soignés, partent en convalescence, comme ce bébé kangourou. Il est très mignon. Il a 2-3 mois. Il a des brûlures. Il était déshydraté. Le bébé kangourou est accueilli dans la maison de Sue Jones. Je vais le mettre dans ma chambre, comme ça il sera plus au calme. Il est placé bien au chaud dans une poche confectionnée par la maîtresse de maison. Il va rester tranquillement ici, tout seul, le temps qu'il se rétablisse. Passionnée par la faune du bush, avec son mari maréchal Ferrand, Sue a créé chez elle, il y a plusieurs années, un refuge pour les animaux blessés, recueillis dans la nature. Ça va, Dani? Et depuis les incendies, il affiche complet. Opossums qui ont perdu leur maison, oiseaux intoxiqués par les fumées, koalas gravement brûlés. C'est bien, mon bébé. Et kangourous orphelins. Il est 17h, c'est l'heure du biberon. Lui, on l'a appelé Vincent, parce qu'il a essayé de se couper l'oreille. Comme Vincent Van Gogh, le peintre. T'es un bon garçon. Lui, c'est Cuban. Il a de graves brûlures sur les pattes. Il a dû marcher sur le sol en feu. Quand ils ne bougent pas comme ça, les gens pensent qu'ils sont calmes. Mais c'est parce qu'ils sont encore sous le choc. Stressés. Des animaux sauvages chouchoutés comme des nouveau-nés qui devront un jour oublier le monde des hommes. Quand ils seront un peu plus vieux, on réduira le nombre de biberons. On fera moins attention à eux. Puis on ouvrira la porte des cages vers la forêt. Et ils pourront partir et revenir. Et puis ils rencontreront d'autres animaux qu'ils rejoindront. Et ils retourneront à l'état sauvage. Depuis un mois, Sue a reçu des dons du monde entier via sa page Facebook. Plus de 100 000 € jusqu'à présent. Je ne suis pas une pro de la technologie. Les incendies ont ému la planète. Pas seulement à cause du sort des animaux sauvages, surtout parce que beaucoup voient derrière ces feux, causés par une sécheresse sans précédent, les conséquences du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui est responsable des incendies pour vous? Je ne sais pas. Demandez à quelqu'un d'autre. Vous ne savez pas ou vous ne voulez pas nous dire? Je ne veux pas me mêler de politique. Le réchauffement de la planète est-il à l'origine du drame australien? La question divise dans ce pays, premier exportateur mondial de charbon. 15 jours après cet incident, nous retournons dans ce village. Ses habitants seraient-ils acquis désormais aux thèses du réchauffement de la planète, aux effets de la pollution? Rien n'est moins sûr. Nous retrouvons l'éleveuse de chèvres qui a pris à partie Scott Morrison. Ce jour-là, elle est occupée au centre d'aide pour les habitants qui ont tout perdu. Elle se souvient très bien de son altercation avec le Premier ministre. Je promenais ma chèvre au bord de la route. Je lui ai simplement demandé pourquoi il avait oublié les gens d'ici. Pourquoi il ne faisait rien au sujet du réchauffement climatique. On peut en discuter plus loin. Après avoir accepté de nous parler, tout à coup, elle se ravise.
Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous suit depuis tout à l'heure pour écouter ce qu'on dit. J'ai déjà été agressée. La police m'a donné un numéro à appeler au cas où on m'approcherait de trop près. Daniel préfère ne plus s'étendre sur la polémique, car ici, en fait, ce sont toujours les climato-sceptiques qui font la loi. À commencer par les éleveurs, comme Tony Allen. Figure de la politique locale, Tony est conseiller du comté sous les couleurs du parti de Scott Morrison. Il était aux côtés du Premier ministre quand il s'est fait apostropher par les habitants. Les contestataires voulaient juste lyncher quelqu'un. Ils avaient besoin de blâmer quelqu'un, alors qu'il n'y avait personne à blâmer. Issu d'une famille d'éleveurs depuis 4 générations, pour lui, les incendies géants de cette année sont tout simplement l'œuvre de la nature. Changement climatique ou pas, il y aura toujours des plantes qui pousseront et il y aura toujours des branchages qui prendront feu. Ça ne sert à rien de spéculer. Rien n'aurait pu arrêter ce feu. Pas l'armée américaine, pas l'armée anglaise, pas l'armée australienne. Ce feu était hors de contrôle. Une opinion que partagent tous ses confrères. Un homme, ça enfile ses bottes debout. Pourtant, les exploitants ont payé un lourd tribut. En Nouvelle-Galles du Sud, 6200 têtes de bétail sont mortes pendant les incendies. Mais personne ne semble avoir changé d'avis. Pas même ceux dont les proches ont péri dans le feu. Vous allez bien? Oh, pas trop mal. J'ai perdu mon père, mon frère. C'était déjà assez dur comme ça. J'ai perdu 12 hectares de pâturage et toutes les barrières tout autour. J'ai perdu 170 génisses et des taureaux. Rien que pour les barrières, il y en a au moins pour 60 000 €. Et on doit avoir cet argent. Ouais, parce que je vais pas survivre bien longtemps. Le gouvernement conservateur a promis une aide à la reconstruction de plus d'1 milliard d'euros. Et les pollueurs aussi alignent les millions, comme pour apaiser la colère. Ce jour-là, avec d'autres éleveurs, Tony a rendez-vous au pub avec les représentants de la fondation d'un milliardaire australien, proche du Premier ministre, qui a fait fortune dans les mines de fer, de nickel et d'or. Il a passé 6 jours à dormir dans sa voiture. Pour vous reloger, on peut vous proposer un container qu'on vient de concevoir. Il y a une salle de bain, une cuisine, des toilettes, un générateur. Les premiers doivent être livrés demain. Ces hommes en orange ont déjà distribué 50 millions d'euros à travers tout le pays. Le secteur minier, responsable du réchauffement climatique et qui vient à la rescousse des victimes des incendies, est-ce un aveu de culpabilité? Pas pour Tony en tout cas. Tout ça, je m'en fous. S'ils veulent nous aider, qu'ils le fassent. Je ne veux pas entrer dans une polémique. On est juste reconnaissant qu'ils soient là. Le climato-scepticisme a encore de beaux jours devant lui, en tout cas dans les campagnes. Mais peut-être moins dans les villes. Nous faisons route vers Canberra. En banlieue, dans ce quartier résidentiel à l'américaine, nous rencontrons Shannon, 35 ans. Bonjour. Le chien, c'est Maggie. Bonjour. Shannon est mariée à un chauffeur routier et mère de 2 enfants de 7 et 3 ans. Ma fille Carrie, c'est mon petit singe. Elle est toujours accrochée à moi. Si la maison de cette professeure d'histoire ressemble à celle de ses voisins, ces nouvelles habitudes quotidiennes sont encore peu répandues en Australie. Dans le garage, je vais vous montrer tout ce qu'on recycle.
Alors par exemple, les vieux tubes de dentifrice, on les rapporte chez le dentiste. Ils ont une benne de recyclage spéciale. Il y a également les bouchons de bouteilles de jus de fruits ou de bouteilles de lait. Quand je parle de ces pratiques aux autres parents d'élèves, ils me disent « Ah, c'est pas mal, on pourrait essayer de le faire aussi », mais c'est encore vraiment rare. Déjà sensibilisée à l'écologie, elle est devenue militante après les incendies. Elle s'est retrouvée au cœur des flammes, en vacances, chez ses parents. Leur maison est vraiment adjacente à la forêt. C'est la première photo que j'ai postée sur Facebook et elle a été relayée par beaucoup de gens. J'ai ma fille blottie dans mes bras et mon fils se cache sous une couverture. Cette photo a été un déclic pour moi. J'ai compris que je devais avoir la force de me battre en faveur du climat dans mon pays. Ma fille n'a que 3 ans, elle ne devrait pas vivre ça. Et ce n'est pas le monde dans lequel je veux élever mes enfants. Pour la première fois, cet après-midi, Shannon va en famille à une manifestation. Il va y avoir beaucoup de monde sur la place, donc tu ne me lâches pas la main pour qu'on ne soit pas séparés. Les consciences se réveillent pour dénoncer l'inaction des pouvoirs publics en matière d'environnement. Il y a 500 personnes de tous les horizons. Des militants LGBT, des véganes, de simples retraités, des étudiants, des familles. De l'action pour le climat. Quand? Maintenant. Comment l'obtenir? En se battant. Comment l'obtenir? En se battant. Les Australiens sont généralement tranquilles, relax. Il en faut vraiment beaucoup pour les énerver. C'est rare de voir les gens comme ça protester en si grand nombre tous les week-ends. Des cortèges ont marché dans toutes les villes du pays, jusqu'à 30 000 personnes à Sydney. Désormais, 64% des Australiens se disent inquiets du dérèglement climatique. C'est 6 points de plus qu'en 2018 et 18 points de plus par rapport à 2014. En cet été austral d'ailleurs, c'est comme si la météo devenait folle. Après des semaines de sécheresse, ce sont des trompes d'eau qui s'abattent sur l'est du pays. Un dérèglement climatique qui ne fait plus aucun doute pour les scientifiques australiens. Il y a une tempête qui dérive vers l'est, sud-est. Cet après-midi, la salle de contrôle du bureau de la météo nationale est en ébullition. Les feux continuent et en plus, il y a des orages. Le vent se lève, non? Sur cette carte, j'observe l'activité orageuse qui s'approche. Et là, j'ai la localisation précise des terrains d'incendie. Je vérifie que les éclairs ne s'approchent pas trop des feux. Si je vois de gros orages approcher des feux, j'appelle aussitôt les pompiers. Les orages n'éteignent pas forcément les incendies. Le vent violent, les tempêtes de poussière et la foudre peuvent au contraire les attiser. Regarde là-bas, il y a une tempête qui approche. Il y a de plus en plus d'éclairs. Si les phénomènes climatiques extrêmes font partie de l'histoire locale, leur intensité et leur répétition s'accentuent dramatiquement pour la climatologue Agata Imielska. Depuis 1910, la température moyenne s'est élevée de 1 degré en Australie. Ça paraît peu, mais les impacts sont énormes. D'autant plus que le pays est une île. L'Australie est particulièrement affectée par les changements de température des courants de l'océan Pacifique. La Niña qui amène une énorme humidité et El Niño qui amène de fortes sécheresses. Le printemps est plus chaud que ce qu'il était autrefois. Les températures caniculaires sont de plus en plus fréquentes. Ce sont des éléments incontestables de changement climatique. Ils exacerbent les phénomènes naturels. Il y a toujours eu des feux de forêt, mais on voit qu'ils sont de plus en plus dangereux et que leur saison commence plus tôt et s'achève plus tard.
Les scientifiques australiens étudient la météo, mais aussi la faune. Ce dérèglement fait planer une menace sur les espèces endémiques de l'île continent. Certaines pourraient définitivement disparaître, selon le professeur Dickman. Une sommité de l'écologie, 16 livres et 450 articles parus. Regardez cet animal. C'est un marsupial, le Pétorus. Début janvier, c'est lui qui a avancé le chiffre vertigineux de 1 milliard d'animaux morts dans les feux. Une étude a montré qu'en Australie vivent environ 160 mammifères, oiseaux et reptiles sur 1 hectare. Si vous prenez cette densité et que vous la multipliez par le nombre d'hectares qui ont brûlé en Nouvelle-Galles du Sud, vous obtenez 800 millions d'animaux morts. Si vous ajoutez le Victoria, ça donne 1 milliard d'animaux morts. Parmi les victimes, des mammifères emblématiques comme le wombat, l'ornithorynque ou encore plusieurs marsupiaux. Regardez par exemple ce beau marsupial, le Pétorus à ventre jaune. Il est spectaculaire, adorable. Il a un cri très caractéristique, comme le rire de Donald Duck. On pense qu'un quart de la population des koalas est morte. Et le Pétorus à ventre jaune, qui vit dans les mêmes forêts, a donc été touché de la même façon. On ne parle pas encore d'extinction, mais c'est un coup très dur. Si ces espèces s'éteignent dans ce pays, elles disparaissent pour toujours de notre planète. Sur la rive nord de la baie, d'autres scientifiques réfléchissent à la façon de repeupler les forêts et éviter l'extinction de certains mammifères. Le zoo de Sydney se mobilise pour sauver l'emblème, le porte-drapeau de la catastrophe. 12 koalas de race très pure qui viennent des Blue Mountains, les montagnes bleues, ont été sauvés des flammes. Ils sont désormais considérés comme des trésors. Comme c'est une zone de quarantaine, c'est important de se désinfecter les chaussures dans ce pédiluve pour ne pas transmettre de maladies aux animaux. Nick est soigneur au zoo. Là, c'est une femelle avec un jeune déjà indépendant. Après avoir été rassurés et soignés, ils seront relâchés pour qu'ils se reproduisent dans la nature. Lui, il a déjà eu sa nourriture ce matin. Il reste soigneusement de son côté car dans la nature, ils sont attachés à leur territoire. Un koala peut être agressif avec d'autres koalas mâles, donc c'est plus sûr pour lui de rester dans son coin. Une espèce menacée qui ne mange que les feuilles d'un arbre, lui aussi menacé. Et qu'il faut aller chercher très loin aujourd'hui. Cette variété d'eucalyptus vient des montagnes bleues. Nous sommes allés les chercher dans les rares zones préservées, car ce sont les eucalyptus favoris des koalas sauvages. Et lorsque nous les remettrons en liberté, ils se réadapteront plus vite s'ils ont conservé la même nourriture. Si nous faisons face à un autre incendie de cette ampleur l'an prochain, cette fois c'est sûr que cela fera disparaître complètement l'habitat de ces espèces. Ali et Jennifer, deux rangers, sont nos guides. Regardez un wallaby à col roux. Ici, tout était dévasté après 2003. Les troncs des eucalyptus étaient carbonisés, mais ils sont résilients. Seul ce gros arbre-là était resté debout. Ça a pris 15-16 ans, mais regardez ces arbres autour. Ils datent d'après la régénération. C'est ce gros arbre qui a regermé. En dispersant ses graines, il a fait pousser les jeunes arbres. Une note d'espoir. Mais la végétation s'est appauvrie. Les plantes tropicales, moins résistantes et moins invasives, n'ont pas repoussé. Surtout, la répétition des feux pourrait être fatale à la forêt.
Si un autre feu très intense repasse dans les 4-5 années, les arbres n'auront pas le temps de réemmagasiner assez de graines prêtes à germer. Et donc la forêt sera beaucoup plus impactée. Ce week-end, la ville de Canberra est en alerte rouge. Et plus de 200 feux, plus ou moins contrôlés, consument encore l'Australie. Tous ne seront pas éteints avant la fin du mois de février, la fin en principe de la saison sèche.